qu'il faut bien voir, c'est qu'un ascenseur, surtout depuis la crise Covid, c'est un système qui circule souvent à vide. À partir du moment où on a cette connaissance-là, que l'on peut quantifier grâce à nos systèmes IoT et à nos différentes sources, on peut prendre un certain nombre d'actions pour réduire la facture énergétique de nos clients. Peut-être en maintenant en service uniquement un nombre d'ascenseurs adaptés à tout moment de la journée, ou en définissant des étages de parking, c'est-à-dire des étages par défaut de l'ascenseur qui sont adaptés aux besoins. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois Olivier Gabriel, ingénieur de l'école polytechnique. Après 10 ans de recherche académique, il se reconvertit en data science et rejoint il y a 4 ans WeMaintain en tant que responsable de la data. WeMaintain, c'est une société fondée en 2017, spécialisée dans la maintenance réglementée, en particulier les ascenseurs. Ils sont plus de 175 dans 3 pays différents et ont maintenant 4 verticales, ascenseurs, escalators, portes et sécurité. Bonjour Olivier. Bonjour Marc. Alors Olivier, est-ce que tu peux nous parler un peu de WeMaintain de façon plus générale ? Alors oui, donc tu l'as très bien dit, WeMaintain, c'est une start-up qui est active dans la maintenance réglementée. Donc on a commencé par les ascenseurs et aujourd'hui on est actif sur les systèmes de sécurité incendie, les escalators et les portes automatiques. Et en fait, la particularité de WeMaintain, c'est de réussir à associer d'abord ce domaine technique qui est la maintenance réglementée, ensuite la tech, parce que WeMaintain fournit également une infrastructure informatique qui apporte une grande transparence aux clients qui nous font confiance. Et ce que WeMaintain apporte également, c'est cet aspect humain de la collaboration étroite en fait, entre les 3 parties de l'entreprise, la partie opérationnelle, la partie commerciale et la partie tech qui fait vraiment le développement informatique. D'accord. Donc, par rapport à ce métier qui est, je dirais, pas forcément un métier très tech à la base, comment est-ce que vous vous différenciez Eh bien, le simple fait de réussir à enregistrer les différentes sources de données dont on dispose, c'est déjà un gros avantage par rapport à ce qui existe dans le reste du marché. Ensuite, le fait que WeMaintain soit une entreprise multiverticale, ça veut dire que nous sommes en mesure de croiser des sources de données très variées, donc sur les différentes verticales, pour commencer, donc, je disais ascenseur, escalator, porte automatique, système de sécurité incendie, donc 4 verticales, mais également des sources de données très variées, donc les sources de données qu'on peut attendre dans une autre entreprise, questions commerciales, Salesforce, ce genre de sources, mais également des données terrain, récoltées directement sur le terrain par les techniciens de maintenance, qui utilisent une application développée par WeMaintain. Et également les sources de données IoT, parce que WeMaintain a tout un volet de développement IoT, ce qui nous donne des sources de données supplémentaires à croiser, une fois de plus, avec les autres sources qui existent. D'accord. Alors du coup, toutes ces sources de données, comment vous les utilisez ? C'est quoi les différents usages de la data ? Alors, la data chez WeMaintain, c'est présent dans beaucoup d'aspects de WeMaintain. Pour nous, c'est à la fois un enjeu produit, un enjeu d'organisation et un enjeu business. Donc en termes de produits, grâce à la data, grâce à ces différentes sources de données dont je parle, nous sommes capables d'être à la fois producteurs de données, mais également agrégateurs de données, capables d'utiliser, d'analyser ces données pour en tirer une plus-value qui va être disponible pour nos clients, les équipes opérationnelles ou les techniciens sur le terrain. Et alors, donc, pour trouver des usages concrets de cette utilisation, est-ce qu'on peut prendre un exemple de donc je parlais de la partie produit. Ça prend une forme très concrète. Aujourd'hui, c'est l'offre Maximize de WeMaintain qui utilise donc des objets connectés, IoT, sur le terrain pour offrir de nouveaux services à nos clients. Donc l'application phare aujourd'hui, c'est le système de réduction de la consommation énergétique. Donc notre verticale de départ, c'est l'ascenseur. Et donc le premier endroit où on applique justement ces systèmes de réduction de la consommation énergétique, c'est à travers l'ascenseur.
Sur quel levier vous jouez pour réduire cette consommation? Alors, c'est ça qui est fascinant. À partir du moment où on dispose des données qu'on recueille sur le terrain, on est en mesure de faire un diagnostic précis de, par exemple, les frottements qui existent sur l'ascenseur. Et à partir de là, ça nous permet d'avoir des actions différenciées qui nous permettent de réduire la facture énergétique pour nos clients. Donc ça, c'est un premier aspect, diagnostiquer le frottement et ensuite agir en conséquence. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un ascenseur, surtout depuis la crise Covid, c'est un système qui circule souvent à vide. À partir du moment où on a cette connaissance-là, que l'on peut quantifier grâce à nos systèmes IoT et à nos différentes sources, on peut prendre un certain nombre d'actions pour réduire la facture énergétique de nos clients. Donc voilà, à partir du moment où on sait quantitativement comment cet ascenseur fonctionne, on peut optimiser son fonctionnement de plusieurs façons. Peut-être en maintenant en service uniquement un nombre d'ascenseurs adaptés à tout moment de la journée, ou en définissant des étages de parking, c'est-à-dire des étages par défaut de l'ascenseur qui sont adaptés aux besoins. Donc ça permet donc d'avoir un certain nombre de gains énergétiques que l'on peut ensuite mettre bout à bout pour obtenir des réductions de frais qui correspondent au prix de l'offre Maximize, ou même plus que ça. D'accord, donc un levier va être d'envoyer un technicien pour améliorer les frottements parce qu'on a fait ce diagnostic grâce à la data, ou bien ça va être, on va dire, un peu d'optimisation de qu'est-ce qu'on fait avec l'ascenseur, lequel on allume, lequel on envoie, où est-ce qu'on le stationne. Oui, c'est ça. Et le plus impressionnant dans cette histoire, c'est qu'on réussit à obtenir des gains de l'ordre de 10 à 20%. D'accord. Alors bien sûr, c'est des gains qui dépendent de la configuration initiale de l'ascenseur. On imagine bien qu'un ascenseur tout neuf est beaucoup plus difficile d'obtenir des gains significatifs qu'un ascenseur sur lequel il y a beaucoup d'actions de modernisation qui sont disponibles. Ouais. Mais même sur des ascenseurs tout neufs, il y a un vrai gisement d'économie d'énergie. Oui. Alors, la maintenance prédictive, un peu on va dire ce fantasme de prédire la panne avant qu'elle arrive, dans quelle mesure c'est déjà en place, dans quelle mesure c'est de la fiction? Qu'est-ce que vous faites par rapport à la panne et à l'aspect prévisionnel? Ce que je peux te dire, c'est que réussir à prévoir des pannes, c'est effectivement quelque chose que l'on a déjà fait. Ouais. Maintenant, la question, c'est à quel point tu peux généraliser ce genre de système à toute la variété des ascenseurs. Parce que ce qu'il faut bien voir, et bon, moi avant de rejoindre WeMaintain, je n'étais pas du tout un spécialiste de l'ascenseur, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que l'ascenseur, il y a une variété de cas, de configurations qui est absolument invraisemblable. Ouais. C'est fascinant de penser que l'ascenseur, c'est un système de transport à l'intérieur même du bâtiment, un système industriel à l'intérieur même de l'immobilier, et du coup, la variété des configurations possibles est tout à fait fascinante. D'accord. Donc finalement, vous êtes obligé quasiment de faire un algo pour chaque type d'ascenseur et ça pose peut-être des problèmes de... C'est effectivement une des pistes. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est que notre boîtier IoT, enfin, on a une gamme de boîtiers IoT, mais fondamentalement, on aime faire des choses en edge, ce qui veut dire que le modèle que tu utilises sur un ascenseur donné est spécifique à cet ascenseur-là. Le modèle lui-même est personnalisé. Et du coup, ça permet de faire le genre de choses dont tu parlais, d'individualiser le traitement des ascenseurs. En Edge, faire directement le calcul algorithmique dans l'outil qui est sur l'ascenseur. Absolument. Un exemple d'application, c'est on fait un système de fusion de données où, en fait, on a à la fois un capteur télémétrique et un capteur accélérométrique. Télémétrique, c'est la distance jusqu'au plafond. C'est ça, exactement. Ou jusqu'au fond de fosse, mais voilà. Et donc, fondamentalement, d'un côté, tu as le capteur télémétrique qui te donne ta position avec une bonne précision à 2 Hz. Et de l'autre, tu as ton accéléro qui te donne l'accélération à 200 Hz. Ouais. D'un côté, tu as un signal précis, facile à exploiter à une faible fréquence. Et de l'autre, tu as un système avec une donnée qui est plus difficile à exploiter, mais qui est disponible à haute fréquence. Et donc, grâce à cette fusion de données, on est capable d'avoir un signal précis à haute fréquence. Et ça nous permet tout un tas de traitements, de détection, d'anomalies qu'on est capable de faire en Edge.
D'accord, donc avec ces deux signaux-là, votre stratégie a été de fusionner, on va dire, la donnée en amont de tout type de calcul et non pas de travailler sur les données des deux capteurs et de laisser, entre guillemets, les modèles se débrouiller avec. Absolument, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que tes données accélérométriques à 200 Hz, tu ne peux pas raisonnablement les envoyer sur le cloud. Du coup, tu es obligé de faire ton exploitation de la donnée accélérométrique en Edge. Donc, c'est ce qu'on choisit de faire. Donc, pour ça, nous, on s'appuie beaucoup sur les systèmes d'AWS, et en particulier Greengrass, qui nous permettent de déployer du code en Edge de façon rapide et efficace, quoi. Ok, d'accord. C'est quand même AWS qui, même si vous n'utilisez pas de serveur, c'est quand même AWS qui vous permet de déployer... C'est ça, exactement. Greengrass nous permet de gérer notre flotte, de gérer la partie software par opposition au firmware, de le gérer facilement pour toute la flotte. D'accord, parce que ces capteurs, ils sont quand même connectés à Internet. Oui, absolument. C'est des capteurs IoT. Et ensuite, on est susceptible de se connecter à Internet, au Wi-Fi. On supporte un tas de protocoles différents, oui. Ok. Alors, du côté du service rendu par le capteur lui-même, la data a l'air assez centrale. Est-ce que vous avez d'autres cas d'usage, peut-être par exemple, du côté du marché, connaître votre marché Oui, tout à fait. Alors, l'avantage d'une start-up comme WeMaintain, c'est que, étant donné que c'est une entreprise qui est assez jeune, on n'est pas tributaire de structures qui ont été mises en place auparavant. Et donc, aujourd'hui, on dispose d'un data lake qui nous permet de croiser les différentes sources de données dont on dispose afin de se former une vision globale de la situation de WeMaintain. Un exemple que j'aimerais développer, c'est la question des OKR. Chez WeMaintain, on utilise les OKR depuis longtemps. Oui, système d'objectifs. Oui, absolument. Les OKR, Objective and Key Results, un système de direction de l'entreprise qui est utilisé en particulier par Google et par Intel, et donc qu'on implémente chez WeMaintain. Je disais tout à l'heure, chez WeMaintain, on a 3 composantes, la partie commerciale, la partie opérationnelle et la partie tech. Et donc, la question, c'est, à chaque trimestre, parce que donc on fait ça de façon trimestrielle, définir quel est l'objectif qui va pousser l'entreprise dans la meilleure direction. Et il y a toujours, quelque part, ce jeu entre ces 3 directions et de savoir laquelle on privilégie. Grâce à notre data lake, grâce à nos sources de données, on est capable d'avoir des indicateurs objectifs sur les différents niveaux d'efficacité de ces 3 composantes et choisir par conséquent des OKR qui sont objectivement adaptés à la situation actuelle. Ok, et vous utilisez quoi pour, on va dire, consommer la donnée de ce data lake ? Alors, au-dessus de ce data lake, on utilise un système de data visualisation qui a cette particularité d'être accessible sensiblement à tout le monde dans l'entreprise, de façon à ce que chaque personne à l'intérieur de l'entreprise ait la possibilité de creuser les indicateurs qui lui importent. Alors bien sûr, à côté de cette transparence, on a toutes les contraintes réglementaires, en particulier en termes de RGPD, ce qui veut dire que l'accès aux différentes sources de données est bien contrôlé pour que les données personnelles ne soient accessibles uniquement au plus petit nombre de personnes nécessaires. Voilà. Ça d'ailleurs, la question du RGPD, c'est une question assez centrale, même lorsqu'on conçoit nos capteurs pour le système IoT. On a travaillé sur une solution de décompte du nombre de personnes à l'intérieur de la cabine d'ascenseur. On a choisi de partir sur des solutions qui évitent de générer des données personnelles. Et en tout état de cause, le traitement qui en est fait en Edge, ce qui a encore réduit l'espace dans lequel les données personnelles sont disséminées. Donc voilà, c'est vraiment... Oui, le on-Edge est vraiment une façon de ne pas être inquiété par le RGPD, en fait, puisque la donnée personnelle n'existe pas au-delà du dispositif. Le dispositif ne l'envoie à personne. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de faire le traitement en Edge, donc sur place. Comme ça, la donnée dont on parle, en fait, elle n'est jamais agrégée. Elle n'existe au final pas. La seule chose qu'on utilise, ce sont les caractéristiques que l'on a tirées de ce système-là. Oui, parce que finalement, le RGPD, donc c'est des données, ça concerne les données personnelles. Vous, dans votre cadre, les seules données personnelles, finalement, ça va être effectivement, s'il y a une caméra, l'image des personnes qui est à l'intérieur. Mais tout le reste, on va dire, vous êtes en dehors du champ du RGPD.
En règle générale, oui. Et on fait tout notre possible pour rester en dehors du RGPD. Mais pour revenir à la question de est-ce qu'il y a une caméra ou pas, justement, le choix technique qui a été fait, c'est de ne pas utiliser une caméra. D'accord. C'est un outil qui ne nécessite pas de caméra pour compter. D'accord. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des usages du machine learning que vous avez implémenté chez WeMaintain ? Alors, du coup, fondamentalement, pour moi, il y a deux utilisations du machine learning chez WeMaintain. Le premier, c'est l'utilisation de solutions de machine learning qui sont disponibles sur étagère. On pense, par exemple, à des solutions d'OCR comme Textract. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut utiliser sans nécessairement intégrer le machine learning jusqu'au bout. Sur quel genre de tâches, juste pour ce premier exemple, quel genre de tâches, par exemple, vous avez besoin de l'OCR ? Alors, une question sur les ascenseurs, c'est est-ce que la pièce détachée qu'on est en train de commander, est-ce qu'on peut la facturer à notre client ou pas ? Ouais. Et alors ça, en fait, c'est une question difficile parce qu'il y a donc les contrats standards que l'on utilise et pour nos grands clients, on a des contrats qui sont faits sur mesure. Et du coup, la liste des pièces qui sont facturables dépend de contrat à contrat. Et juste pour constituer la base de données pour savoir qu'est-ce qui est facturable, qu'est-ce qui ne l'est pas, il peut être intéressant d'avoir un système d'OCR et ensuite d'interprétation de ce qui en sort. D'accord, donc travailler sur les contrats, mais c'est des contrats que vous avez écrits à la base, que vous avez écrits ou ? Non, justement, ça, ce sont les contrats personnalisés pour les grands clients, donc écrits par les grands clients. D'accord, donc une fois que vous avez transformé le contrat en texte, vous continuez en machine learning avec du natural language processing ou vous l'exploitez à la main après ? Disons que c'est un système itératif où on commence par une exploitation manuelle qu'on peut ensuite généraliser, systématiser à travers l'utilisation de machine learning. Ouais. Et donc, l'utilisation de machine learning et de techniques NLP, ouais, on est d'accord. Le deuxième usage dont je voulais vous parler, c'était justement l'utilisation d'algorithmes en edge sur les boîtiers. Donc, je disais, à partir du moment où on a des boîtiers IoT qui ont une capacité de calcul suffisante, on est capable de mettre en place des algorithmes individualisés pour chaque ascenseur qui nous permettent, par exemple, de faire de la détection d'anomalies. Individualisé, c'est au niveau de l'ascenseur, pas au niveau du type d'ascenseur. Non, c'est vraiment au niveau de l'ascenseur lui-même. D'accord. Parce que je parlais tout à l'heure de la variété des ascenseurs, on s'en rend pas compte, mais oui, il y a de vraies différences entre les différents ascenseurs, et même dans une batterie de 4 ascenseurs qui sont côte à côte, il peut y avoir des différences significatives entre les uns et les autres. Ouais. D'accord, parce que c'est au niveau des vibrations, au niveau de ce genre de choses que on doit s'adapter à la configuration physique du bâtiment. Par exemple, okay. Oui. Mais ça peut même être des ascenseurs qui... je parlais d'une batterie tout à l'heure, de 4 ascenseurs qui sont côte à côte. Ouais. Et il se peut que sur la batterie de 4 ascenseurs, il n'y en ait qu'un seul qui soit susceptible d'aller au sous-sol. Je veux dire, qui ait la possibilité physique d'aller au sous-sol. D'accord. Donc voilà, ça c'est déjà une individualisation qu'il faut prendre en compte. Et alors, qu'est-ce que vous essayez de prédire avec ce machine learning ? Donc, on a parlé un petit peu de la détection d'anomalies. On a dit avec des fins d'amélioration énergétique. De quoi on peut parler d'autre ? Fondamentalement, ce qu'on veut faire typiquement, c'est étudier la durée de vie des différentes pièces détachées dont on dispose et regarder, après tant de mouvements de la porte, on va sans doute avoir besoin de changer les galets de porte. Ensuite, c'est quelque chose à voir avec le client. Est-ce qu'on veut faire ça de façon anticipée, ce qui permet de réduire les risques de malfonctionnement, c'est vrai, mais qui augmente les coûts ? Ou est-ce qu'au contraire, on veut être dans une maîtrise fine de l'usure de la pièce, de façon à changer juste au bon moment ? Et donc ça, c'est la question entre maintenance préventive, maintenance prédictive à proprement parler, et il faut s'adapter aux préférences de nos clients. J'ajoute que dans le cadre spécifique de l'ascenseur, dans le cadre réglementaire français, de toute façon, un ascenseur a une visite d'ascensoriste toutes les 6 semaines. D'accord. Donc, souvent, rajouter du prédictif, ça veut dire rajouter des visites supplémentaires. Et ça, c'est un coût dont il faut discuter avec le client s'il est prêt à le prendre. Oui. Aujourd'hui, vous n'avez pas de marge de manœuvre là-dessus pour dire, par exemple, nos algos nous disent qu'ici, il n'y a pas de problème, donc on peut allonger un peu ce délai de 6 semaines. Aujourd'hui, en France, d'un point de vue réglementaire, non, on n'a pas de marge de manœuvre. Mais par contre, ce n'est pas le cas à Singapour. Oui. À Singapour, il y a tout un programme, justement, qui consiste à adapter la périodicité des visites de maintenance à l'état constaté des appareils.
Mais ce n'est pas quelque chose qui est possible en France aujourd'hui. D'accord. Avoir un grand nombre d'ascenseurs, donc un grand nombre de clients, et donc la donnée de tous ces ascenseurs, et on pourrait parler des autres engins, est-ce que c'est un avantage compétitif ? Est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée sur la data aujourd'hui pour faire ce que vous faites ? Ce qui est sûr, c'est que, donc je parlais de la grande diversité des ascenseurs, il est nécessaire pour pouvoir voir les différents cas de figure qui se présentent, d'avoir un échantillon significativement large des ascenseurs existants. Donc oui, aujourd'hui, il y a une barrière à l'entrée. Ce qu'il faut voir, c'est que le marché de l'ascenseur, aujourd'hui, c'est un petit peu comme le marché de l'imprimante. Voilà. Acheter une imprimante, ça ne coûte pas très très cher. Et ensuite, là où on fait véritablement de la marge, c'est au niveau de l'achat des cartouches d'encre. Ouais. Et bien pour les ascenseurs, c'est un petit peu pareil. Le gros du chiffre d'affaires se fait sur la maintenance. Et donc, il y a en Europe 4 grands constructeurs d'ascenseurs. Et ces constructeurs sont également les acteurs dominants de la maintenance. À côté de ces 4 grands, il y a également des PME de maintenance d'ascenseurs qui ont des parcs relativement restreints. Et WeMaintain se positionne en intermédiaire, pour ainsi dire, entre ces grands ascensoristes et ces PME de maintenance d'ascenseurs. D'accord. Ce qui veut dire que notre parc a justement la taille nécessaire pour nous permettre de voir les différentes configurations qui nous intéressent, tout en n'ayant pas, puisqu'on est une entreprise en croissance, tout en n'ayant pas des millions et des millions d'ascenseurs au contrat, oui. Le fait d'avoir un algo par ascenseur, le fait d'avoir une multiplication comme ça des algorithmes, d'un point de vue, on va dire, de l'organisation en interne dans l'équipe, éventuellement de l'architecture software que vous utilisez, qu'est-ce que ça vous a obligé à faire ? Comment on s'y retrouve quand on a un algo par ascenseur et qu'on déploie régulièrement des nouveaux algos, des nouvelles versions ? Alors là, justement, je pense qu'il faut être très précis sur ce qu'on veut dire par algorithme. Parce que pour moi, c'est la magie du machine learning en action, quoi. C'est-à-dire qu'on a un algorithme qui est le même pour tous les ascenseurs, mais dont les coefficients sont personnalisés, individualisés, adaptés à chaque ascenseur. Et donc, voilà, on voit bien sur cet exemple-là comment la question de on-edge versus cloud correspond également à donner un degré de liberté à notre algorithme grâce à une individualisation du machine learning, quoi. Ouais. Les données d'entraînement dont a besoin l'algorithme donc sur un ascenseur spécifique, l'ordre de grandeur du temps qu'il vous faut pour avoir assez de données, c'est quoi à peu près ? En fait, c'est très variable au sens où ça a beaucoup varié au cours de l'histoire de WeMaintain. Ouais. Lorsqu'on a des améliorations techniques comme la fusion de capteurs dont je viens de parler, ça nous permet évidemment de réduire considérablement le temps d'entraînement pour adapter notre algorithme à l'ascenseur. Ouais. Ok. Et donc là, aujourd'hui, maintenant, si vous prenez un nouveau client, dans combien de temps vous lui proposez les algos que vous proposez En ordre de grandeur, je dirais une semaine. D'accord, oui. Mais c'est un ordre de grandeur, quoi. Oui. Ouais. Okay. C'est quoi les limites de la data chez vous, de vos utilisations de la data ? Les limites de la data aujourd'hui chez WeMaintain, en fait, je voudrais un peu élargir la question aux limites de la data à l'intérieur du secteur de l'immobilier aujourd'hui. Et donc, pour moi, la première des limites, c'est la question de l'interopérabilité. Là où, dans le secteur de l'aviation, les acteurs utilisent des formats standards qui leur permettent de communiquer sans friction entre les différents acteurs, au niveau de l'immobilier, il n'y a pas encore ce genre de standard. Alors, figurez-vous qu'il se trouve que WeMaintain participe à l'initiative Aproma pour définir ce genre de standard afin de permettre l'échange d'informations entre les différents acteurs de l'immobilier facilement. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu particulièrement dans l'immobilier ? C'est parce qu'il y a une multitude d'acteurs absolument invraisemblables dans l'immobilier. Vous avez la personne à laquelle l'immeuble appartient, donc asset manager, la personne qui est en charge de trouver des locataires, donc property manager, et ensuite la personne qui est en charge de faire tourner les opérations au quotidien, facility manager. Ce à quoi on rajoute les prestataires, donc par exemple WeMaintain. Et tous ces différents acteurs ne disposent pas d'infrastructures pour communiquer sans friction. Et donc, cette initiative de l'Aproma, l'association des property managers, vise à définir de tels standards d'échange de données. Donc, voilà, ça c'est un exemple. Ce qu'il faut bien voir, c'est que là, j'ai beaucoup parlé de standards d'échange de données. Mais il y a également une question d'uniformité des données. Parce qu'il est possible que ce qu'on appelle le temps entre deux pannes, c'est en fait une notion qui mérite d'être construite
et pour laquelle il faut définir le cadre, qu'est-ce qu'on appelle une panne, comment est-ce qu'on mesure l'intervalle entre les différentes interventions, etc., etc. Donc il y a tout un travail d'uniformisation des données qui est encore à faire aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier. Je rajoute un point supplémentaire, là pour le coup intérieur à WeMaintain. La grande chance que nous avons, c'est de disposer d'un data lake qui nous permet de concentrer l'intégralité des sources de données en évitant la constitution de silos. Et ça, c'est bien sûr un problème connu que lorsqu'on n'a pas ce genre de structure, il y a des différents silos qui se mettent en place et du coup, impossible de croiser les différentes sources pour en tirer un maximum de valeur. Ouais. Et un point supplémentaire, c'est la question de la culture de la data. Parce que, en fait, donc je parlais tout à l'heure de comment la data nous permet de définir des OKR qui sont objectivement adaptés à la situation de l'entreprise. Il faut bien voir que faire ce pas de passer de l'intuition personnelle, voilà, je pense qu'il faut qu'on aille dans telle ou telle direction, à je m'appuie sur des sources de données existantes et objectives pour prendre ces décisions, ça c'est un pas qui est non trivial et qui nécessite une véritable évolution culturelle en fait de l'entreprise. Donc là encore, l'avantage de WeMaintain, c'est étant une entreprise jeune, on n'a pas le problème de l'habitude quelque part. Ouais. Et étant une entreprise qui favorise l'initiative personnelle, on a une culture qui est tout à fait compatible avec la prise de décision à travers la data. Oui, c'est un peu votre ADN de base que de générer cette data et de pouvoir l'utiliser, quoi. Ça fait presque partie de l'offre initiale de WeMaintain. Absolument, puisque WeMaintain apporte cette transparence grâce à son infrastructure tech que l'on ne retrouve pas chez d'autres acteurs. Oui. Alors, si tu devais reprendre maintenant 4 ans en arrière et refaire ce que tu as fait, qu'est-ce que tu changerais, qu'est-ce que tu referais différemment ? Si c'était à refaire, aujourd'hui, je mettrais en place le data lake bien plus tôt dans le système. Bon, et par ailleurs, si j'avais un conseil à me donner à moi-même il y a 4 ans, c'est que l'utilisation de use case et de prototypes, c'est vraiment le moteur pour diffuser concrètement la culture de la data au sein de l'entreprise. La démonstration, être capable de mettre des choses dans les mains des gens. Absolument. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au niveau de la tech, chez WeMaintain, on est organisé en suivant team topologies, ce qui veut dire qu'on prend l'intégralité des choses à faire et on le subdivise en divers domaines et chaque équipe est responsable d'un certain domaine et sur ce domaine, elle prend les tâches depuis le début, la conception même du système jusqu'à la fin, la maintenance du système qui a été mis en place et même le support sur ce système. Ce qui veut dire qu'on a une responsabilisation totale des équipes sur leur domaine de compétences. Okay. Et donc, très concrètement, ça veut dire que la tech de WeMaintain est constituée d'équipes qui sont largement indépendantes. Et ça, c'est important pour la définition des use case data, parce que du coup, on commence par choisir une équipe qui a un intérêt quelque part pour la data. On fait un case avec cette équipe-là. Et à partir du succès de ce use case, on peut ensuite généraliser cette approche à d'autres équipes. Et dans le cadre du data lake, est-ce que tu as un exemple en tête de quelque chose qui aurait été possible si vous aviez eu le data lake plus tôt et qui ne l'a pas été ? À mes yeux, l'existence même de l'offre Maximize, c'est un bon exemple. Parce que Maximize nécessite de croiser beaucoup de sources différentes. Et tant que ces sources de données différentes ne sont pas rassemblées dans un endroit donné, c'est impossible de les croiser. Donc, oui, avec un data lake disponible plus tôt, on aurait pu lancer Maximize plus tôt, probablement. D'accord, ouais, parce que les données, c'est les données IoT, les techniciens, les équipes opérationnelles dont tu parlais, c'est vous utilisez l'ensemble et l'ensemble est fusionné grâce au data lake. Exactement. Pour Maximize dans l'état actuel, je retiens 3 sources de données majeures. La source de données terrain, recueillie par les techniciens grâce à leur app. La source de données contractuelle, qui correspond à l'état de notre contrat avec notre client. Et la source de données IoT. Et donc, en combinant ces différentes sources, on réussit à faire les économies d'énergie dont je parlais tout à l'heure, fournir au client une vision des coûts de sa maintenance, une vision qu'il n'a pas facilement en dehors de Maximize, et on peut lui faire des suggestions d'amélioration pour son parc. Ok. Qu'est-ce que c'est le futur de WeMaintain, les grands chantiers data ? La première des choses, c'est qu'on a une approche itérative de sensiblement tout,
Et ça s'applique tout particulièrement à Maximize, qui est en fait un système en cours de construction. Donc on a déjà des résultats encourageants, mais on souhaite aller beaucoup plus loin et de cette façon-là, offrir de nouveaux services à nos clients. Un autre aspect pour WeMaintain, c'est justement la définition de ces formats d'échange à l'intérieur de l'immobilier, de façon à ce que l'on puisse agréger sur la plateforme WeMaintain des sources de données multiples et là encore les exploiter pour offrir de nouveaux services à nos clients. Et on vous souhaite bon courage. Merci Olivier. Merci Marc. Vous venez d'entendre Olivier Gabriel, Head of Data Science chez WeMaintain. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Alexandre Mini de Dornaco, cofondateur de DataBird, pour parler de formation continue, d'upskilling et de data. À très vite. Data Driven 101 est rendu possible par Scopeo, agence d'intelligence artificielle. Donnez de l'élan à vos projets IA en vous rendant sur scopeo.ai.